Pour étudier des systèmes thermodynamiques, on commence par utiliser le premier principe, qui dit que la variation d'énergie d'un système est égale à la somme des énergies qu'il a reçues. Le problème, c'est qu'il y a des situations physiques qui sont compatibles avec le premier principe, mais qu'on n'observe jamais dans la nature. Par exemple, si on prend deux objets, un objet chaud et un objet froid, et qu'on les met en contact, l'énergie ira spontanément toujours de l'objet chaud vers l'objet froid et jamais dans l'autre sens. Donc on voit bien que le premier principe a ses limites, et qu'il va nous en falloir un deuxième. Alors on va commencer par là, le deuxième principe, on va dire que il nous dit que la chaleur se propage toujours spontanément du chaud vers le froid. Ou plus précisément, si une transformation elle consiste uniquement en un transfert de chaleur entre deux systèmes, l'énergie thermique va toujours du système le plus chaud vers le système le plus froid. Alors pour aller plus loin, on va devoir définir ce que c'est qu'une machine thermique, parce qu'on va beaucoup utiliser les machines thermiques. Alors une machine thermique, c'est un système thermodynamique, ça peut être un cylindre fermé par un piston avec un gaz à l'intérieur, un ressort, ou n'importe quelle combinaison de tout ça. Ça peut être une machine aussi compliquée qu'on veut. C'est un système thermodynamique. Et la chose importante, c'est que ce système il va subir une transformation cyclique. Le point d'arrivée de la transformation est le même que le point de départ. Comme la transformation est cyclique, lorsqu'on applique le premier principe, delta U égale W plus Q, si on arrive au même point que le point de départ, delta U est forcément égal à 0, et on a W plus Q égale à 0. Ça va être important pour la suite. On commence par une machine thermique sigma 1, qui reçoit du travail du milieu extérieur et qui fournit de la chaleur. Ça, c'est facile, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on arrive à le faire. Pour fabriquer de la chaleur à partir du travail, il suffit d'effectuer un frottement. Quand on frotte deux mains l'une contre l'autre, on fournit un travail et ça produit de la chaleur parce que les deux mains elles s'échauffent. Donc cette machine, on sait très bien la faire. Ensuite, on va voir ce qui se passe s'il existait une machine sigma 2 qui, elle, reçoit de la chaleur du milieu extérieur et fournit un travail. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est une machine qui serait bien utile parce que souvent, c'est ce qu'on veut faire dans la vraie vie. On veut fabriquer une machine qui va fournir un travail. Par exemple, le moteur d'une voiture, c'est un moteur qui va recevoir de la chaleur par la combustion du carburant et qui va fournir un travail pour faire avancer la voiture. Qu'est-ce qui se passe si il existe une machine sigma 2 qui reçoit juste de la chaleur du milieu extérieur et qui fournit du travail? La machine sigma 2, elle reçoit de la chaleur d'une source à la température TF et fournit un travail. Alors ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le travail fourni par sigma 2 pour faire fonctionner la machine sigma 1. Donc on va mettre les deux machines l'une à la suite de l'autre, et ça forme une machine sigma 3. Et quand on regarde la machine sigma 3, on voit qu'elle reçoit de la chaleur de la source à la température TF, qui est plutôt froide, et elle fournit de la chaleur à une source à la température TC, qui est plutôt chaude. Donc c'est une machine qui va spontanément prendre de la chaleur à une source froide et la transférer à une source chaude. Et ça, on a vu d'après le premier énoncé de notre second principe, que c'est pas possible. On n'observe jamais dans la nature quelque chose qui va refroidir un objet froid pour réchauffer un objet chaud, spontanément. Ça veut dire que la machine sigma 2, qui recevait de la chaleur du milieu extérieur et qui fournit du travail, elle ne peut pas exister. Et donc ça nous amène à une deuxième formulation du second principe, qui est que il ne peut pas exister de machine qui produit un travail à partir d'une seule source de chaleur. C'est ce qu'on appelle un moteur monotherme. Les moteurs monothermes, ça n'existe pas. Donc si un moteur monotherme, ça n'existe pas, on va essayer de voir ce qui se passe avec un moteur qui n'est pas monotherme. Et donc le plus simple, c'est un moteur ditherme. Au lieu de recevoir de la chaleur d'une seule source, il va la recevoir de deux sources différentes, une qui est plutôt chaude et une qui est plutôt froide. Donc une à la température TC et l'autre à la température TF. Et comme cette machine, elle reçoit de la chaleur de TC et elle va plutôt fournir de la chaleur à TF, on va mettre la flèche QF dans l'autre sens. Donc elle reçoit de la chaleur d'une source chaude, elle redonne un peu de chaleur à une source froide et en même temps elle produit un travail. On va s'intéresser au rendement de cette machine. Si on pense à nouveau côté pratique, souvent dans la vraie vie, pour faire un moteur, on va chauffer quelque chose pour fournir un travail. Donc c'est le chauffage qui coûte, c'est ça qui va coûter en carburant, en combustible. Le rendement, c'est l'énergie utile qui est le travail fourni, W, divisé par l'énergie dépensée pour fournir ce travail, et cette énergie, c'est QC, c'est la chaleur reçue de la source chaude, parce que c'est le fait de chauffer qui coûte dans le fonctionnement d'un moteur. Alors on va montrer maintenant que ce rendement, il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, et il peut par exemple pas être aussi grand qu'on veut. Et pour faire ça, on va s'intéresser à un moteur ditherme réversible. Donc on va considérer une machine réversible qui reçoit la même quantité de chaleur QC de la source TC, mais qui a un rendement différent de la machine sigma, donc elle va fournir un travail différent et elle va donner une quantité de chaleur différente, QFR, à la source TF. On va supposer que le rendement de la première machine sigma est supérieur
à celui de la machine réversible qu'on est en train de considérer. Dans ce cas-là, le rendement étant supérieur, et les deux machines recevant la même quantité de chaleur de la source chaude, on en déduit que le travail fourni par la première machine, par sigma, doit être plus grand que celui fourni par la machine réversible. Donc W est plus grand que WR, et donc la chaleur fournie à la source froide par la machine réversible doit être aussi plus grande que celle fournie à la source froide par la machine qui a le meilleur rendement. Parce que la première machine ayant un meilleur rendement, elle va utiliser plus efficacement la chaleur reçue de la source chaude pour fournir du travail, et elle va en rendre moins à la source froide. Alors que la machine de droite, qui a un rendement plus faible, va utiliser moins de la chaleur reçue de la source chaude pour fournir du travail, et va en rendre plus au système à la température TF. Comme le travail fourni par sigma est plus grand que celui fourni par la machine réversible, on va le décomposer en deux. On va dire que W, c'est WR plus W', la différence entre les deux. Ensuite, la machine de droite, comme elle est réversible, on peut la faire marcher à l'envers. Et faire marcher une machine à l'envers, ça revient à inverser le sens de toutes les flèches. Donc, au lieu de recevoir de la chaleur de la source chaude pour en donner à la source froide et fournir du travail, elle va recevoir du travail, de la chaleur de la source froide et fournir de la chaleur à la source chaude. Donc ça, c'est une propriété d'une machine réversible. On l'appelle réversible parce qu'on peut justement la faire fonctionner à l'envers. Et ensuite, on va utiliser la première machine, la sortie de la première machine, pour faire fonctionner la machine réversible. Comme les deux machines fonctionnent entre deux thermostats qui sont aux mêmes températures, on peut les regrouper. Et la machine totale, on va à nouveau l'appeler sigma. C'est une machine qui reçoit de la chaleur de la source froide, en fournit la source chaude et fournit un travail, W'. Il n'y a plus que W' qui sort, et le WR, ça devient un travail interne à la machine sigma 3. On ne le voit plus. Cette machine sigma 3, elle reçoit une chaleur QC de TC, et elle fournit la même chaleur à TC. Ça veut dire que le thermostat à la température TC, il intervient plus vraiment dans l'histoire. Donc on peut le supprimer. Et on voit que, au final, on a une machine qui reçoit de la chaleur nette d'une source froide et fournit un travail au milieu extérieur. Et on a fabriqué un moteur monotherme. Or, on a dit que les moteurs monothermes, ça n'existait pas. Ça veut dire que dans tout le raisonnement qu'on a fait, il y a une hypothèse qui est fausse. Et l'hypothèse qui est fausse, c'était la toute première, que la machine sigma ait un rendement supérieur à la machine réversible. On en conclut qu'il ne peut pas exister de machines qui ont un rendement supérieur à une machine réversible. On énonce une nouvelle formulation du second principe qui est: parmi tous les moteurs d'ITERM, les machines réversibles ont le rendement le plus grand possible, et ça implique aussi que toutes les machines réversibles ont exactement le même rendement. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est ce rendement? Et on va essayer de trouver le rendement d'une machine réversible. Et pour ça, le plus simple, c'est de construire une machine réversible. On va prendre un gaz, on l'enferme dans un cylindre dont les parois sont isolées thermiquement, et on a deux thermostats, un à la température TF et l'autre à la température TC. On commence par amener le cylindre sur le thermostat à la température TF, on comprime le gaz lentement pour que la compression soit isotherme, puis on se sépare du thermostat à la température TF, et cette fois-ci on va comprimer le gaz rapidement pour que la compression soit adiabatique, ça va échauffer le gaz et on va s'arrêter quand il arrive à la température TC. Ensuite on amène le cylindre sur le thermostat à la température TC, et là on va faire une détente lente, isotherme à la température TC. On sépare le cylindre du thermostat et on continue la détente, mais cette fois-ci de façon rapide et adiabatique, pour revenir à la température TF. Donc là, on voit qu'on est revenu exactement au point de départ. On a fait un cycle, et chaque étape de ce cycle était une transformation qui est réversible. Une compression isotherme, c'est réversible, et une compression adiabatique, ça l'est aussi. Si on effectue cette transformation à l'envers, on voit que c'est aussi physiquement possible. Alors on va voir ce que ça donne dans un diagramme pression-volume. Donc on recommence. La première transformation, c'est une isotherme, donc c'est un arc d'hyperbole. On va du point A au point B. Ensuite, on a une compression adiabatique. Donc là, on utilise les lois de Laplace pour trouver l'évolution de la pression en fonction du volume. On arrive au point C. Une détente isotherme à la température TC. À nouveau un arc d'hyperbole. Et enfin, une détente adiabatique. On voit le cycle formé. Le travail fourni au cours du cycle, c'est l'opposé de l'air qui est à l'intérieur de ce cycle. Et on va calculer le rendement de ce moteur. Alors pour ça, on commence par s'intéresser aux transformations isothermes. Dans une transformation isotherme, pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne est nulle. Donc le travail est égal à moins la chaleur reçue. Et on peut, en utilisant la loi des gaz parfaits, calculer le travail au cours des deux transformations isothermes. Et on trouve que le travail entre A et B, c'est NRTF fois ln de VA sur VB. Et le travail reçu entre C et D, c'est NRTC ln de VD sur VC. Alors maintenant, on s'intéresse aux transformations adiabatiques. Dans une transformation adiabatique, cette fois-ci, la chaleur échangée avec l'extérieur égale à 0, donc Q égale à 0, on a delta U égale W. Et pour un gaz parfait,
delta U, c'est CV delta T. On voit que dans les transformations CD et DA, le delta T, c'est le même. C'est TC moins TF. Comme on va une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens, on voit que le travail reçu pour aller de B à C, c'est l'opposé du travail reçu pour aller de D à A. Et donc sur ces deux transformations, quand on fait la somme des deux travaux, ça vaut 0. Donc finalement, sur les transformations adiabatiques, la chaleur totale reçue par le système vaut 0, et le travail total reçu par le système vaut 0 aussi. Au final, on calcule le rendement. Par définition, c'est moins le travail total reçu divisé par la chaleur reçue au cours de la transformation CD, parce que c'est la chaleur qui est prise à la source chaude. Et quand on fait le calcul, on trouve que c'est 1 moins TF sur TC. Alors là, on a trouvé le rendement d'un moteur diterme réversible. Et du coup, on a trouvé le rendement de tous les moteurs diterme réversibles. Dès qu'on a un moteur diterme réversible, quel que soit son principe de fonctionnement, qu'il utilise un gaz parfait ou non, les transformations isothermes ou adiabatiques qu'on a vues ou d'autres transformations, son rendement sera forcément celui-ci, 1 moins TF sur TC. Et le rendement de n'importe quel moteur diterme sera forcément inférieur à celui-ci. C'est le rendement maximum d'un moteur diterme, et c'est celui de tous les moteurs ditermes réversibles. Alors maintenant, si on reprend un moteur diterme quelconque, son rendement, c'est le travail fourni au milieu extérieur W divisé par QC, la chaleur reçue de la source chaude. Et ça, comme W, c'est QC moins QF, d'après le premier principe, on trouve que le rendement d'un moteur diterme, c'est 1 moins QF sur QC. On sait que ce rendement est plus petit que celui d'une machine réversible qu'on vient de calculer, qui est 1 moins TF sur TC. On en conclut donc que pour n'importe quel moteur diterme réversible, QF sur TF est supérieur ou égal à QC sur TC. Et on a égalité entre les deux lorsque la transformation est réversible, lorsqu'on a une machine réversible. Alors on a une quantité Q sur T, et on voit que la quantité Q sur T qui est fournie au milieu extérieur, au thermostat à la température TF, est forcément plus grande que la quantité Q sur T qui est reçue du thermostat à la température TC. Cette quantité Q sur T, on va l'appeler l'entropie, et l'entropie fournie par le système va être supérieure à l'entropie reçue, ou égale lorsque la transformation est réversible. De cette constatation, on tire un nouvel énoncé du second principe qui est beaucoup moins facile à comprendre que le tout premier duquel on est parti, qui disait que la chaleur va toujours du froid vers le chaud, mais qui est plus facile à utiliser pour faire des calculs. Le second principe dit qu'il existe une fonction d'état S qu'on appelle entropie, et la variation de l'entropie d'un système au cours d'une transformation, delta S, c'est SE plus SC, une entropie échangée avec le milieu extérieur plus une entropie créée. SE, c'est Q sur T, la chaleur reçue divisée par la température du thermostat qui a fourni cette chaleur, et l'entropie créée SC est supérieure ou égale à 0, et elle va être égale à 0 lors d'une transformation réversible. Et là, on comprend bien d'où elle vient, cette entropie. Quand on étudie des machines thermiques, on voit naturellement apparaître une quantité Q sur T, et on voit qu'une machine thermique, elle va toujours fournir plus de Q sur T que ce qu'elle reçoit. Et elle va en fournir autant que ce qu'elle reçoit lorsqu'elle subit une transformation réversible. D'où l'apparition de ce terme d'entropie échangée Q sur T, et de l'entropie créée, qui correspond à la différence entre ce qui est fourni au milieu extérieur et ce qui est reçu.